Alors, résumé de l'épisode précédent. Donc, dans l'épisode précédent, Montag est plein de doutes. Il doute tout simplement parce que, déjà, en fait, sa cuirasse de croyance a déjà été entamée par Clarisse. Elle a été entamée par Clarisse, il a commencé à se poser des questions, et il commençait, en fait, à entrevoir en quoi c'est un esclave, en quoi ce monde est bizarre. Il commençait en fait à se poser des questions et à douter et à vraiment remettre en cause ce qui se passait. Il s'est passé un événement qui a conforté, qui a vraiment solidifié ce doute. C'est l'assassinat, enfin une femme qui s'est laissée immoler par le feu, qui a préféré mourir par les flammes plutôt que de laisser, de mourir en fait avec ses livres. De mourir avec ses livres, tout simplement parce qu'elle elle refusait, voilà, elle refusait de céder. Et ça a vraiment perturbé Montag. Ça l'a vraiment retourné. Et donc à partir de là, il est rentré chez lui, plein de doutes, à tel point qu'il ne voulait plus aller travailler. Il ne voulait plus y aller. Vraiment, en fait, c'est un début de rébellion. Au début du roman, il adore ce qu'il fait. Mais il commence vraiment à douter et à s'énerver et à vouloir changer les choses. Il tente d'en parler à sa femme refuse, ne lui prête pas oreille, elle refuse de l'entendre. Donc, il est plein de doutes, il souffre, sa femme refuse de l'entendre, parce qu'elle est elle-même dans un processus de souffrance et de négation de sa propre souffrance, donc elle ne peut pas l'écouter sans elle-même reconnaître qu'elle souffre. Et voilà, il décide de se rebeller, il décide de ne pas aller au travail. Et en plus, Clarisse est morte. Selon sa femme, Clarisse est morte. Ce qui finit de l'achever, quoi, qu'il retourne. Son patron, et là intervient un personnage extrêmement important, son patron. Son patron vient chez lui, il débarque chez lui, et il lui fait un discours sur le pourquoi ce monde. Pourquoi les choses sont ainsi, pourquoi les pompiers brûlent les livres, pourquoi les pompiers tuent, pourquoi les maisons sont inifugées, comment est né ce monde-là. En fait, c'est là vraiment que Bradbury part sur sa thèse du monde moderne, de la globalisation, de l'accélération, etc. Et il fait une démonstration, mais énorme. Le fameux discours, il le met KO. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Montag, il n'a pas de concept, il n'a aucun bagage intellectuel qui lui permettrait de mettre des mots sur ce qui lui arrive, et il ne fait que subir. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de tomber sur quelqu'un de bien plus intelligent que vous sur un domaine, et qui vous met KO comme ça. Vous sentez, vous vous faites avoir, mais vous n'avez pas la compétence pour vous défendre. Et bim, 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 gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Montag est KO debout. Il ne peut plus que dire oui, 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 oui à tout ce que lui répète son boss. Et pourquoi? Et ça c'est important au niveau scénaristique. C'est extrêmement important. C'est que on comprend que son patron a eu le même processus que Montag, sauf que lui il est revenu en arrière. Il a refusé. En fait, il a commencé à lire des livres, à avoir des doutes. Et la complexité des livres, la complexité du monde que ça lui offrait, l'insécurité d'avoir plusieurs vérités, lui a fait refermer les livres. Et en fait, c'est un repenti, c'est un corrompu. C'est quelqu'un vraiment qui a vu les chaînes, il a décidé, non, je ne me rébellerai pas, je deviendrai chef, je vais continuer à vivre dans ce monde-là, je vais devenir chef, et il prend le rôle du capot, il enfonce ceux qui commencent à avoir des doutes. Et en parallèle de ça, en parallèle du discours, Montag est dans... En fait, on se rend compte que Montag a planqué des livres chez lui, sa femme est à 2 doigts de les trouver, et au moment où son patron part, sa femme, en trouve un sous l'oreiller, il fait diversion, son patron part, et on s'est quitté sur chérie, j'ai quelque chose à te dire.
Voilà. Donc on s'est quitté sur « Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai fait et je ne t'en ai jamais parlé. » Il saisit une chaise à dossier droit, la transporta lentement mais sûrement dans le couloir près de la porte d'entrée, grimpa dessus et se tint un moment comme une statue sur son piédestal, tandis que sa femme, debout au-dessus de lui, attendait. Puis, il tendit la main, retira la grille du climatiseur, allongea le bras loin à l'intérieur sur la droite, fit glisser une autre cloison métallique et sortit un livre. Sans le regarder, il le laissa tomber par terre. Puis, il replongea sa main dans l'orifice et en ressortit 2 autres livres, qu'il lâcha comme le premier. Il répéta son geste, continuant à faire pleuvoir des livres, des petits et des gros, des jaunes, des rouges et des verts. Quand il eut fini, il baissa les yeux. Une vingtaine de livres gisaient aux pieds de sa femme. « Je suis désolé, dit-il. Je n'ai pas véritablement réfléchi, mais on dirait que nous sommes tous les deux dans le bain à présent. » Mildred recula comme si elle était soudain confrontée à une armée de souris surgie du plancher. Il entendait son souffle précipité et ses yeux s'ouvraient démesurément dans un visage livide. Elle répéta 2 ou 3 fois le nom de Montag. Puis, laissant échapper un gémissement, elle se précipita, saisit un livre et courut vers l'incinérateur de la cuisine. Montag le rattrapa, lui arrachant un hurlement. Il la ceintura tandis qu'elle essayait de se dégager, toute griffe dehors. « Milly, non, Milly, attends, arrête, veux-tu? Tu ne sais pas. Arrête !» Il la gifla, l'empoigna de nouveau et la secoua. Elle répéta son nom et se mit à pleurer. « Milly, dit-il, écoute, accorde-moi une seconde, veux-tu? Nous n'y pouvons rien. On ne peut pas brûler ces livres. Je veux y jeter un œil, au moins une fois. Ensuite, si ce que dit le capitaine est vrai, on les brûlera ensemble, crois-moi. On les brûlera ensemble. Il faut que tu m'aides. » Il plongea son regard dans le sien et lui releva le menton tout en la tenant fermement. Ce n'était pas seulement elle qu'il regardait, c'était lui-même. Ce qu'il devait faire, qu'il cherchait dans son visage. « Que ça nous plaise ou non, nous sommes dans le bain. Je ne t'ai pas demandé grand-chose toutes ces années. Mais je te le demande maintenant, je t'en supplie. Il nous faut un point de départ pour découvrir ce qui a conduit à un tel désastre. Toi et tes comprimés le soir, et la voiture, et moi et mon travail. On va droit vers le gouffre, Milly. Bon sang, je ne veux pas faire le culbute. Ça ne va pas être facile, on n'a rien pour nous guider. Mais peut-être qu'on peut tirer les choses au clair et s'entraider. J'ai tellement besoin de toi en ce moment, tu ne peux pas savoir. Si tu m'aimes un tant soit peu, tu supporteras 24, 48 heures, je ne t'en demande pas plus. Ensuite, ce sera fini. Promis, juré. Et s'il y a quelque chose là-dedans, rien qu'une petite chose à tirer de tout ce gâchis, peut-être qu'on pourra le communiquer avec quelqu'un d'autre. » Elle avait cessé de lutter. Il la relâcha. Elle s'éloigna de lui, telle une poupée de son, et se laissa glisser le long du mur, et resta assise par terre à contempler les livres. Le bout de son pied en effleura un. Elle s'en aperçut, il en éloigna aussitôt. « Cette femme l'autre nuit, Milly, tu n'étais pas là. Tu n'as pas vu sa figure. Et Clarisse, tu ne lui as jamais parlé. Moi, si. Et s'il y a des gens comme Betty qui ont peur d'elle, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi devrait-il avoir si peur de quelqu'un comme elle? Mais j'ai passé toute la nuit à la comparer au type de la caserne. Et brusquement, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus les sentir, que je ne pouvais plus me sentir moi-même. Et je me suis dit que le mieux serait peut-être de brûler les pompiers eux-mêmes. « Guy !» La porte d'entrée lança doucement. « Madame Montag, Madame Montag, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, Madame Montag, il y a quelqu'un. » Tout doucement. Leurs yeux allèrent de la porte aux livres éparpillés sur le sol. « Betty !» s'exclama Mildred. « Impossible. »« Il est revenu !» chuchota-t-elle. La voix de la porte d'entrée reprit sa douce rengaine. « Il y a quelqu'un, Madame Montag. » On ne répond pas. Montag s'adossa au mur, s'accroupit lentement et se mit à tripoter les livres d'un air hébété, les repoussant du pouce ou de l'index. Il tremblait et n'avait plus qu'une envie, remettre les livres au fond du climatiseur. Mais il se savait incapable d'affronter de nouveau Betty. Il finit par s'asseoir tandis que la voix de la porte d'entrée se faisait plus insistante. Montag ramassa un petit volume.
Par où commence-t-on? Il entrouvrit le livre et y jeta un coup d'œil. On commence par le commencement, je suppose. Il va entrer, dit Mildred, et nous brûler avec les livres. La voix de la porte s'estompa enfin. Silence. Montag sentait une présence derrière le panneau. Quelqu'un attendait, écoutait. Puis, des pas s'éloignèrent dans l'allée et de l'autre côté de la pelouse. Voyons un peu de quoi il s'agit, dit Montag. Les mots avaient du mal à sortir tant il était intimidé. Il parcourut une douzaine de pages au hasard et tomba finalement sur ce passage. On a calculé que 11 000 personnes ont bien des fois préféré souffrir la mort plutôt que se résoudre à casser les œufs par le petit bout. Mildred était assis dans le couloir juste en face de lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire du tout. Le capitaine avait raison. Attends, dit Montag. On va recommencer en partant du début. Alors là, en fait, on attaque la deuxième partie du livre, qui s'intitule « Le tamis et le sable ». Ils passèrent tout un long après-midi à lire, tandis que la pluie froide de novembre tombait sur la maison silencieuse. Ils s'étaient installés dans le couloir, car le salon paraissait trop vide et trop gris, sans ses murs illuminés de confettis orange et jaune, de fusées, de femmes en robe de lamé or, et d'hommes en velours noir sortant des lapins de 50 kilos de chapeaux d'argent. Le salon était mort, et Mildred ne cessait d'y glisser un regard déconcerté, tandis que Montag allait et venait, s'accroupissait et lisait et relisait 10 fois la même page à voix haute. On peut dire à quel moment précis naît l'amitié. Si l'on remplit un récipient goutte à goutte, on ne peut dire à quel moment précis naît l'amitié. Si l'on remplit un récipient goutte à goutte, il finit par y en avoir une qui le fait déborder. Ainsi, lorsque se succèdent les gentillesses, il finit par en avoir une qui fait déborder le cœur. Montag s'assit et écouta la pluie. Était-ce ainsi pour la fille d'à côté? J'ai tellement cherché à comprendre. Elle est morte. Parlons des vivants, par pitié. Sans se retourner vers sa femme, Montag se dirigea en tremblant vers la cuisine, où il resta un long moment à regarder la pluie gifler les fenêtres, attendant d'avoir retrouvé son calme pour regagner la lumière grise du couloir. Il ouvrit un autre livre. Ce sujet favori, moi-même. Il lorgna le mur. Ce sujet favori, moi-même. Voilà enfin quelque chose que je comprends, dit Mildred. Mais le sujet favori de Clarisse n'était pas elle-même. C'était les autres, et moi. C'était la première personne depuis bien des années qui me plaisait vraiment. La première personne dont je me souvienne qui me regardait bien en face, comme si je comptais pour elle. Il brandit les 2 livres. Ces hommes sont morts depuis longtemps, mais je sais que leurs mots s'adressent d'une façon ou d'une autre à Clarisse. De l'autre côté de la porte d'entrée, sous la pluie, un léger grattement. Montag se figea. Il vit Mildred se plaquer contre le mur en étouffant un cri. Quelqu'un! La porte! Pourquoi la voix ne nous prévient pas? Je l'ai débranchée. Au bas de la porte, un reniflement lent, inquisiteur, une bouffée de vapeur électrique. Mildred éclata de rire. Ce n'est qu'un chien, voilà tout. Tu veux que je le fasse déguerpir? Reste où tu es! Silence. La pluie froide qui tombe et l'odeur d'électricité bleutée qui s'infiltre sous la porte. Remettons-nous au travail, dit calmement Montag. Mildred lança un coup de pied dans un livre. Les livres ne sont pas des gens. Tu as beau lire, je ne vois personne autour de moi. Il contempla le salon mort et gris, comme les eaux d'un océan qui pourrait bouillonner de vie s'il allumait le soleil électronique. Ma famille, au moins ce sont des gens, dit Mildred. Ils me racontent des trucs. Je ris, ils rient. Et les couleurs? Oui, je sais. Et puis, si le capitaine Beatty savait pour les livres? Elle réfléchit à la chose. Sur son visage,
L'ahurissement fit place à l'horreur. Il pourrait venir brûler la maison et la famille. C'est affreux. Tout l'argent qu'on a mis là-dedans. Pourquoi est-ce que j'irai lire? Dans quel but? Dans quel but? Pourquoi? J'ai vu le plus horrible serpent du monde l'autre nuit. Il était mort tout en étant vivant. Il voyait sans voir. Tu tiens à voir ce serpent? Il est au service des urgences de l'hôpital où on a rédigé le rapport sur toutes les saletés que le serpent a retirées de toi. Tu veux aller examiner ton dossier? Il se peut qu'il soit classé à Guy Montague, à peur ou à guerre. Tu veux aller voir cette maison qui a brûlé l'autre nuit et ratisser les cendres pour y trouver les os de cette femme qui a mis le feu à sa propre maison? Et Clarisse McLellan, où faut-il aller la chercher? À la morgue. Écoute. Les bombardiers sillonnaient le ciel, au-dessus de la maison, murmurant à n'en plus pouvoir, sifflant comme un immense éventail invisible, décrivant des cercles dans le vide. Seigneur, s'exclama Montague, tous ces engins qui n'arrêtent pas de tournoyer dans le ciel. Qu'est-ce que ces bombardiers fichent là-haut à chaque seconde de notre existence? Pourquoi tout le monde refuse d'en parler? On a gagné 2 clairs nucléaires depuis 1960. Est-ce parce qu'on s'amuse tellement chez nous qu'on a oublié le reste du monde? Est-ce parce que nous sommes si riches et que tous les autres si pauvres que nous nous en fichons éperdument? Des bruits courts. Le monde meurt de faim. Mais nous mangeons à satiété. Est-ce vrai que le monde trime tandis que nous prenons du bon temps? Est-ce pour cette raison qu'on nous hait tellement? J'ai entendu les bruits qui courent là-dessus de temps en temps. Depuis des années et des années. Sais-tu pourquoi? Moi pas. Ça, c'est sûr. Peut-être que les livres peuvent nous sortir un peu de cette caverne. Peut-être y a-t-il une chance qui nous empêche de commettre les mêmes erreurs insensées. Ces pauvres crétins dans ton salon. Je ne les entends jamais en parler. Bon sang, Milly, tu ne t'en rends pas compte? 1 heure par jour, 2 heures avec ces bouquins. Et peut-être... Le téléphone sonna. Mildred saisit le combiné. Anne! Elle éclata de rire. Oui, le clown blanc passe ce soir. Montague gagnait la cuisine et jeta son livre par terre. Montague, dit-il, tu es complètement idiot. Où va-t-on là? On rend les livres et on oublie tout. Il ouvrit le livre pour en faire la lecture à voix haute et couvrir ainsi les éclats de rire de Mildred. Pauvre Milly, songea-t-il. Pauvre Montague. Pour toi aussi, c'est du chinois. Mais où trouver de l'aide? Où trouver un guide si tard? Un instant, il ferma les yeux. Eh oui, bien sûr. Une fois de plus, il se surprit à songer au parc verdoyant 1 an plus tôt. Cette pensée l'avait souvent accompagné ces derniers temps. Mais voilà qu'il se souvenait clairement de cette journée dans le jardin public. Du geste vif de ce vieil homme vêtu de noir pour cacher quelque chose sous son manteau. Le vieillard avait fait un bond, prêt à détaler. Et Montague criait. « Attendez! Je n'ai rien fait !» protesta le vieil homme en tremblant. « Personne ne vous accuse. » Il s'était assis, dans la douce lumière verte, sans dire un mot pendant un moment. Puis, Montague avait parlé du temps qu'il faisait, et le vieil homme lui avait répondu d'une voix blanche. Une curieuse et paisible rencontre. Le vieil homme avait avoué être un professeur d'anglais retraité, qui s'était fait jeter à la rue 40 ans plus tôt à la fermeture par manque d'élèves et de crédit, de la dernière école d'arts libéraux. Il s'appelait Faber, et une fois sa crainte de Montague envolée, il s'était mis à parler d'une voix cadencée en regardant le ciel, les arbres, la verdure. Au bout d'1 heure, il récitait à Montague quelque chose que celui-ci avait perçu comme un poème en prose. Puis, le vieil homme s'étant peu à peu enhardi et avait récité autre chose qui était encore un poème. Faber parlait d'une voix douce. Une main posée sur la poche gauche de son manteau, Montague savait qu'il lui aurait suffi d'un geste pour retirer de cette poche un recueil de poèmes. Mais il n'avait pas bougé. Ses mains étaient restées sur ses genoux, engourdies, inutiles. « Je ne parle pas des choses, » avait dit Faber. « Je parle du sens des choses. Là, je sais que je suis vivant. » Il ne s'était rien passé de plus, à vrai dire. 1 heure de monologue, un poème, un commentaire. Puis, sans même s'apercevoir que Montague était pompier,
Faber, les doigts un peu tremblants, avait noté son adresse sur un bout de papier. Pour vos archives, avait-il dit, au cas où vous décideriez d'être en colère contre moi. Je ne suis pas en colère, avait répondu Montag, pris au dépourvu. Le rire strident de Mildred fusait dans le couloir. Montag gagna son coin de bureau dans la chambre et compulsa son classeur jusqu'à l'entête Futures enquêtes. Le nom de Faber était là. Il ne l'avait ni signalé, ni effacé. Il forma le numéro sur un appareil auxiliaire. Le téléphone, à l'autre bout de la ligne, appela le nom de Faber une douzaine de fois avant que le professeur réponde d'une voix éteinte. Montag se fit connaître. Un long silence s'ensuivit. Oui, monsieur Montag? Professeur Faber, j'ai une question un peu bizarre à vous poser. Combien reste-t-il d'exemplaires de la Bible dans notre pays? J'ignore de quoi vous parlez. Je veux savoir s'il en reste seulement des exemplaires. C'est une espèce de piège que vous me tendez là. Je ne peux pas parler comme ça à n'importe qui au téléphone. Combien d'exemplaires de Shakespeare et de Platon? Aucun. Vous le savez aussi bien que moi, aucun. Faber raccrocha. Montag reposa le combiné. Aucun. Il le savait bien sûr. D'après les listes de la caserne, mais il en avait en quelque sorte voulu l'entendre de la bouche même de Faber. Dans le couloir, le visage de Mildred était rouge d'excitation. « Chouette, les copines arrivent !» Montag lui montra un livre. Voici l'Ancien et le Nouveau Testament. Et « Oh, tu vas pas remettre ça !» C'est peut-être le dernier exemplaire dans cette partie du monde. Il faut que tu le rendes ce soir. Tu sais bien, le capitaine Betty sait que tu l'as, non? Je ne crois pas qu'il sache quel livre j'ai volé. Mais lequel choisir en remplacement? Est-ce que je rapporte M. Jefferson? M. Stower? Lequel est le moins précieux? Si j'opte pour un autre et que Betty sait que je l'ai volé, il va penser qu'on a ici toute une bibliothèque. Les lèvres de Mildred se crispèrent. Tu vois ce que tu es en train de faire? Tu vas causer notre perte. Qu'est-ce qui compte le plus? Moi ou cette Bible? Voilà qu'elle se mettait à hurler, assise là comme une poupée de cire fondant dans sa propre chaleur. Il entendait déjà la voix de Betty. Asseyez-vous, Montag. Regardez, délicatement comme les pétales d'une fleur. Mettez le feu à la première page. Mettez le feu à la deuxième. Chacune devient un papillon noir. Ce n'est pas beau, ça? Allumez la troisième page et la deuxième. Et ainsi de suite. Comme on allume une cigarette. Comme on allume une cigarette avec la précédente. Chapitre par chapitre. Toutes les sottises que véhiculent les mots. Toutes les fausses promesses. Toutes les idées de seconde main. Et autres philosophies surannées. Betty, assis là, transpirant légèrement, au milieu d'un essaim de phalène noire, foudroyé par un unique orange. Mildred cessa de glapir aussi vite qu'elle avait commencé. Montag n'écoutait plus. Il n'y a qu'une chose à faire, dit-il. Avant de donner ce livre à Betty ce soir, il faut que je le fasse photocopier. Tu seras là pour voir le clown blanc avec nous toutes ce soir? Cria Mildred. Montag s'arrêta à la porte, le dos tourné. Milly? Silence. Quoi? Milly, ce clown blanc, est-ce qu'il t'aime? Pas de réponse. Milly, est-ce que... Il s'humecta les lèvres. Est-ce que ta famille t'aime? T'aime vraiment? T'aime de tout son cœur et de toute son âme, Milly? Il sentit les yeux de sa femme qui se plissaient lentement, fixés sur sa nuque. En voilà une question idiote. Il en aurait pleuré, mais rien ne sortit de ses yeux ni de sa bouche. Si tu vois ce chien dehors, reprit Mildred, donne-lui un coup de pied de ma part. Il hésita, écoutant à la porte avant de l'ouvrir. Puis, il sortit. La pluie s'était arrêtée, le soleil se couchait dans un ciel dégagé. La rue, la pelouse et le perron étaient déserts. Il poussa un grand soupir et il claqua la porte.
Il était dans le métro. Je suis tout engourdi, se dit-il. Quand cet engourdissement a-t-il commencé à me gagner la figure? Le corps. Ah, la nuit où j'ai heurté du pied le flacon de comprimé, comme si je butais sur une mine enterrée. Mais cet engourdissement finira bien par s'en aller. Ça prendra du temps, mais j'y arriverai. Ou Faber y arrivera pour moi. Quelqu'un, quelque part, me rendra mon visage et mes mains tels qu'ils étaient. Même mon sourire, pensa-t-il. Mon vieux sourire dessiné au fer rouge, qui a disparu et sans lequel je suis perdu. La paroi du métro défilait sous ses yeux. Carreau crème, noir de jet, carreau crème, noir de jet, chiffres et ténèbres, encore des ténèbres. Tout cela s'additionnait tout seul. Un jour, alors qu'il était enfant, il s'était assis sur une dune de sable jaune au bord de la mer au beau milieu d'une journée d'été torride et azurée. Il essayait de remplir un tamis de sable parce qu'un cousin cruel lui avait dit « Si tu remplis ce tamis, tu auras 10 cents. » Et plus vite il déversait le sable, plus vite le tamis se vidait dans un chaud murmure. Ses mains étaient fatiguées, le sable était brûlant, le tamis restait vide. Assis là, en plein cœur de juillet, muré dans le silence, il avait senti des larmes ruisseler sur ses joues. Et maintenant, tandis que le train à air comprimé l'emportait dans sa course chaotante à travers les caveaux morts de la ville, voilà qu'il se souvenait de la terrible logique de ce tamis. Il baissa les yeux et s'aperçut qu'il tenait la Bible ouverte à la main. Il y avait du monde dans le train pneumatique, mais il serrait le livre entre ses doigts. Et l'idée absurde lui vient que s'il lisait très vite, d'un bout à l'autre, un peu de sable resterait peut-être dans le tamis. Mais il lisait, et les mots se dérobaient. Il pensa, dans quelques heures, je serai devant Betty, je lui tendrai ceci. Aucune phrase ne doit m'échapper. Chaque ligne doit s'inscrire dans ma mémoire. Il faut que j'y arrive. Ses mains se crispèrent sur le livre. Des trompettes retentirent. Dentifrice, dent âme. La ferme, pensa Montague. Voyez les lits des champs. Dentifrice, dent âme. Il ne travaille pas. Dentifrice, voyez les lits des champs. La ferme, dent âme. Il ouvrit brutalement le livre et le feuilleta, touchant les pages comme s'il était aveugle, s'arrêtant sur la forme de chaque lettre sans ciller. Den Ham, D-E-N. Il ne peine ni ne murmure implacable du sable brûlant à travers le tamis vide. Den Ham résout tous les problèmes. Voyez les lits, les lits, les lits. Den Ham défend l'émail des dents. La ferme, la ferme, la ferme. C'était une supplication, un cri si terrible que Montague se retrouvait debout sous les yeux scandalisés des occupants de la voiture braillarde, qui s'écartaient de cet homme au visage dément, congestionné de cette bouche sèche, éructante, de ce livre en train de battre des ailes dans son poing. Les gens qui étaient assis un instant plus tôt, battant la mesure du pied sous les assauts du dentifrice dans âme, du détergent dentaire dans âme, doublement décapant, du dentifrice dans âme, dans âme, dans âme, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Les gens dont les lèvres commençaient à former les mots dentifrice, dentifrice, dentifrice. En représailles, les haut-parleurs du train vomirent sur Montague un déluge de musique à base de fer blanc, cuivre, argent, chrome et airain. Les gens cédaient au matraquage. Ils ne s'enfuyaient pas, faute d'endroit où s'enfuir. Le grand train pneumatique filait le long de son tunnel dans la terre. Les lits des champs. Dan Ham, les lits, j'ai dit. Les gens ouvraient des yeux effarés. Appelez le chef du train. Ce type a perdu la boule. Knollview. Le train s'arrêta dans un sifflement. Knollview. Un cri. Dan Ham. Un murmure. Les lèvres de Montague bougèrent à peine. La porte de la voiture s'ouvrit dans un chuintement. Montague resta debout, immobile. La porte octa, commença à se refermer. Alors seulement, Montague bondit au milieu des voyageurs, hurlant dans sa tête, et plongea de justesse entre les deux lames de la porte. Il s'engouffra dans les tunnels carrelés de blanc, négligeant les escaliers mécaniques, car il voulait sentir ses pieds remuer, ses bras se balancer, ses poumons se contracter et se dilater, sa gorge s'irriter au contact de l'air. Une voix flotta jusqu'à lui. Don Ham, Don Ham, Don Ham. Le train siffla comme un serpent avant de disparaître dans son trou. Qui est-ce? Montague.
Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-moi entrer. Je n'ai rien fait de mal. Je suis tout seul, bon sang. Vous me le jurez? Je le jure. La porte s'ouvrit lentement. Faber glissa un œil dans l'entrebâillement. Il avait l'air très vieux dans la lumière, très fragile et très effrayé. On aurait dit que le vieillard n'était pas sorti de chez lui depuis des lustres. Il présentait une ressemblance frappante avec les murs de plâtre blanc de sa maison. Il y avait du blanc dans la chair de ses lèvres. Il y avait du blanc dans la chair de ses lèvres et de ses joues. Ses cheveux étaient blancs, et le bleu vague de ses yeux décolorés tirait lui aussi sur le blanc. Puis, son regard tomba sur le livre que Montag tenait sous le bras. Il parut aussitôt moins vieux, moins fragile. Lentement, sa peur le quitta. Excusez-moi, on est obligé d'être prudent. Il n'arrivait pas à détacher son regard du livre sous le bras de Montag. C'est donc vrai, dit-il. Montag franchit le seuil. La porte se referma. Asseyez-vous. Faber recula, comme s'il craignait que le livre ne disparaisse s'il le quittait des yeux. Derrière lui, une porte était ouverte, donnant sur une pièce où tout un bric-à-brac d'appareils et d'outils en acier encombrait le dessus d'un bureau. Montag n'eut droit qu'à un aperçu avant que Faber, surprenant son regard, ne fasse volte-face pour renfermer la porte, gardant une main tremblante sur la poignée. Il se retourna timidement vers Montag, à présent assis, le volume sur les genoux. « Ce livre, où l'avez-vous? Où l'avez-vous eu? »« Je l'ai volé. » Pour la première fois, Faber releva la tête et regarda Montag bien en face. « Vous êtes courageux. »« Non. Ma femme est en train de mourir. Une de mes amies est déjà morte. Une autre personne qui aurait pu être une amie a été brûlée il y a moins de 24 heures. Vous êtes la seule de mes connaissances qui puisse m'aider. À voir. À voir. » Les mains de Faber se contractèrent sur ses genoux. « Vous permettez ? » ?»« Excusez-moi. » Montag lui tendit le livre. « Il y a tellement longtemps. Je ne suis pas croyant, mais il y a tellement longtemps. » Faber tournait les pages, s'arrêtant de ci, de là pour lire. « C'est aussi beau que dans mes souvenirs. Seigneur, comme ils ont changé tout ça dans nos salons. Le Christ fait partie de la famille maintenant. Je me demande souvent si Dieu reconnaît son propre Fils, vu la façon dont nous l'avons accoutré, ou accablé. C'est une parfaite sucette à la menthe maintenant. Tout sucre cristallisé et saccharine. Quand il ne fait pas allusion à certains produits commerciaux dont ses adorateurs ne sauraient se passer. » Faber renifla le volume. « Savez-vous que les livres sentent la muscade ou je ne sais quelle épice exotique? J'aimerais les humer lorsque j'étais enfant. J'aimais les humer lorsque j'étais enfant. Seigneur, il y avait des tas de jolis livres autrefois, avant que nous les laissions disparaître. » Faber tournait les pages. « Monsieur Montag, c'est un lâche que vous avez en face de vous. J'ai vu où on allait, il y a longtemps de ça. Je n'ai rien dit. Je suis un de ces innocents qui auraient pu élever la voix quand personne ne voulait écouter les coupables. Mais moi, je n'ai pas parlé. Et je suis par conséquent devenu moi-même coupable. Et lorsqu'en fin de compte, les autodafés de livres ont été institutionnalisés et les pompiers reconvertis, j'ai grogné 2 ou 3 fois et je me suis tu. Car il n'y avait alors plus personne pour grogner ou brailler avec moi. Maintenant, il est trop tard. » Faber referma la Bible. « Bon. Et si vous me disiez ce qui vous amène? » Personne n'écoute plus. Je ne peux plus parler au mur parce qu'il me hurle après. Je ne peux pas parler à ma femme. Elle écoute les murs. Je veux simplement quelqu'un qui écoute ce que j'ai à dire. Et peut-être que si je parle assez longtemps, ça finira par tenir debout. Et je veux que vous m'appreniez à comprendre ce que je lis. Faber examina le visage mince, les joues bleuâtres de Montag. Qu'est-ce qui vous a tourneboulé? Qu'est-ce qui vous a fait tomber la torche de vos mains? Je ne sais pas.
On a tous ce qu'il faut pour être heureux. Mais on ne l'est pas. Il manque quelque chose. J'ai regardé autour de moi. La seule chose dont je tenais la disparition pour certaines, c'était les livres que j'avais brûlés en 10 ou 12 ans. J'ai donc pensé que les livres devaient être de quelque secours. Ah, quel incorrigible romantique vous faites. Ce serait drôle ceci n'était pas aussi grave. Ce n'est pas des livres dont vous avez besoin, mais de ce qu'il y avait autrefois dans les livres, de ce qu'il pourrait y avoir aujourd'hui dans les familles qui hantent nos salons. Télévision et radio transmettent la même profusion de détails et de savoir. Et ce n'est pas le cas. Non, non, ce ne sont nullement les livres que vous cherchez. Cela, prenez-le où vous pouvez le trouver. Dans les vieux disques, les vieux films, les vieux amis. Cherchez-le dans la nature et en vous-même. Les livres n'étaient qu'un des nombreux types de réceptacles destinés à conserver ce que nous avions peur d'oublier. Ils n'ont absolument rien de magique. Il n'y a de magie que dans ce qu'ils disent, dans la façon dont ils cousent les pièces et les morceaux de l'univers pour nous en faire un vêtement. Bien entendu, vous ne pouviez pas le savoir, et vous ne pouvez pas encore comprendre ce que je veux dire par là. Mais votre intuition est correcte. Ce qui compte, en fait, il nous manque 3 choses. 1. Savez-vous pourquoi les livres comme celui-ci ont une telle importance? Parce qu'ils ont de la qualité. Et que signifie le mot qualité? Pour moi, ça veut dire texture. Ce livre a des pores, comme des traits. Vous pouvez le regarder au microscope, sous le verre. Vous trouverez la vie en son infini foisonnement. Plus il y a de pores, plus il y a de détails directement empruntés à la vie par centimètre carré de papier. Plus vous êtes dans la littérature. C'est ma définition. Donner des détails pris sur le vif. Les bons écrivains touchent souvent la vie du doigt. Les médiocres ne font que l'effleurer. Les mauvais la violent et l'abandonnent aux mouches. Est-ce que vous voyez maintenant d'où vient la haine et la peur des livres? Ils montrent les pores sur le visage de la vie. Les gens installés dans leur tranquillité ne veulent pas des faces de lune bien lisses, sans pores, sans poils, sans expression. Nous vivons à une époque où les fleurs essaient de vivre sur les fleurs, au lieu de se nourrir de bonnes pluies de terreaux bien noirs. Mais les feux d'artifice, si jolis soient-ils, résultent d'une chimie qui prend sa source dans la terre. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, nous nous croyons capables de connaître à grand réconfort de fleurs et de feux d'artifice, sans accomplir le cycle qui nous ramène à la réalité. Connaissez-vous la légende d'Hercule et Dantès, le lutteur géant dont la force était incroyable tant il gardait les pieds fixés au sol? Une fois soulevé de terre par Hercule, privé de ses racines, il succomba facilement. Si cette légende n'a rien à nous dire aujourd'hui, dans cette ville, à notre époque, c'est que j'ai perdu la raison. Voilà la première chose dont je disais que nous avions besoin, la qualité, la texture de l'information. Et la seconde, le loisir. Oh, mais on a plein de temps libre. Du temps libre, oui, mais du temps pour réfléchir. Si vous ne conduisez pas à 150 à l'heure, une vitesse à laquelle vous ne pouvez penser à rien d'autre qu'au danger, vous jouez à je ne sais quoi ou restez assis dans une pièce où il vous est impossible de discuter avec les 4 murs du téléviseur. Pourquoi? Le téléviseur est réel. Il est là, il a une dimension. Il vous dit quoi penser. Il vous le hurle à la figure. Il doit avoir raison, tant il paraît avoir raison. Il vous précipite si vite vers ses propres conclusions que votre esprit n'a pas le temps de se récrier. Quelle idiotie! Sauf que la famille, ce sont des gens. Je vous demande pardon. Ma femme dit que les livres ne sont pas réels. Dieu merci, vous pouvez les refermer et dire pouce. Vous jouez au Dieu en la circonstance. Mais qui s'est jamais arraché aux griffes qui vous enserrent quand on sème une graine dans un salon télé? Celui-ci vous façonne à son gré. Il constitue un environnement aussi réel que le monde. Il est la réalité. On peut rabattre son claquet à un livre par la raison.
Mais en dépit de tout mon savoir et de tout mon scepticisme, je n'ai jamais été capable de discuter avec un orchestre symphonique de 100 instruments, en technicolor et en 3 dimensions, dans un de ces incroyables salons dont on fait partie intégrante. Comme vous pouvez le constater, mon salon n'est fait que de 4 murs de plâtre. Et tenez, il brandit 2 bouchons en caoutchouc, pour mes oreilles quand je prends le métro express.